Il y a un vrai besoin qui n'est peut-être même pas dans sa totalité comment dire, définissable par la propre personne qui l'acte. Et il y a une forme d'intuition ou d'instinct, quelque chose, vous parliez de Dieu aussi, vers lequel il se laisse porter, qui suit en fait, sans dire qu'il a entendu des voix. Et c'est à cet endroit... Moi j'en parlais comme limite. Hein, voilà. Ouais, mais quand même. Mais moi je suis... Faut y aller, quand même. Attention, parce que moi, je suis un psychorigide, donc... ouais, voilà. Alors il y a deux écoles. Moi je n'avais jamais entendu parler du vélo de cette façon, et je suis très content d'être ici et d'avoir été invité par Christian à venir assister à ce débat, et voilà, ça me fait très plaisir et je vous remercie énormément. Ben, de rien. Ouais. Et Max, je voulais revenir sur la fabrication du vélo. Comme je te disais, mon arrière-grand-père a fabriqué aussi des vélos au 19e. Il y a quelque chose d'assez frappant, parce que là on parle du cœur, on parle de la littérature, on parle de la mythologie, mais simplement l'objet vélo dont tu parlais tout à l'heure, le triangle. Le triangle, il arrive bien avant 1890. En 1990, on a toujours un triangle. Mais les formes, comme on voit aujourd'hui, qui sont légèrement arrondies, cette forme existe déjà, de façon empirique. Le slooping, qu'on a vu avec surtout Jalabert, qui a amélioré ses performances en montagne. Le slooping, il préexiste à la barre de cadre horizontale. D'abord, les premiers cadres des Clément, entre autres, sont des sloopings. C'est quand même assez extraordinaire de penser que ces gens-là, du seul fait de leur force et de mécaniciens brillants, intelligents, sans soufflerie, ont trouvé les bonnes formes à la fois pour grimper, à la fois pour le contre-la-montre, puisque on avançait le chariot de selle, on inversait la fourche devant, alors que maintenant on fait effectivement des fourches droites, je regardais encore à Paris-Nice dernièrement, ou des fourches légèrement arrondies dans l'autre sens, on le faisait déjà au 19e siècle. C'est extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres inventions qui soient de cet ordre-là. Rien n'a changé alors. Les composants, la matière. En fait, l'horizontalité du tube supérieur, paradoxalement, c'est surtout intervenu comme une sorte de, comment dire, il s'agissait pour le cadreur qui posait des vélos avec un tube parfaitement horizontal de montrer son savoir-faire. C'est pas un argument technique. Absolument un argument technique. Absolument. Moi, je voudrais aussi vous dire que je suis très contente que je suis venue là parce que, enfin, j'ai compris pourquoi mon mari, il parle à son vélo. Et je vois qu'il n'est pas tout seul. Alors, en plus, on peut réconcilier les gens. Oui, et tout va bien parce que des fois, j'ai pensé que c'est quelque chose qui ne va pas chez lui, mais là, enfin, j'ai compris que tout va bien, il n'est pas tout seul, il caresse son vélo, il parle, des fois quand il ne peut pas faire du vélo, il dit « Excuse-moi, demain, on va se promener. » T'inquiète pas, on va se promener. Alors, je suis aussi très contente que je suis là. Oui, il est terriblement attendrissant en fait. Oui, bonjour. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur le dépassement de soi, parce que moi, je peux parler en tant que marathonienne, je pense qu'il n'y a pas que... Alors évidemment, il y a le dépassement de soi, mais vous parliez de ça comme quelque chose d'un petit peu limite, d'un petit peu... Mais, comment dire, je ne sais plus qu'on se met en danger, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Mais il y a aussi, pour moi, il y a aussi une recherche de libération de soi, il me semble. Parce que quand on arrive à des limites dépassées, par rapport au commun, quoi, aux gens qui ne le font pas, il y a une différence énorme, quoi. Et donc on est libéré aussi. Moi en tant que femme, je veux dire, de courir plus vite que les hommes, ça me donne quelque chose de plus... ça me donne quelque chose de plus, et quelque part ça me libère aussi.
voilà, je vais intervenir tout à l'heure pour le sport et les femmes, mais je pense que d'être à un certain niveau, ça libère, ça donne plus de possibilités, oui, donc ça libère. On a peu parlé, effectivement, ça aurait pu être aussi un micro-sujet sur la liberté, hein, moi c'est vraiment ce sentiment par rapport à soi-même ou dans la nature, hein, oui, voilà, oui, tout à fait, qui est très présent avec le vélo, la course à pied bien sûr, mais c'est au carré avec le vélo, hein, forcément. Hein. Et oui, il y a cet aspect de vitesse aussi, de dépassement de soi, mais de vitesse, quoi, même à pied. Parce qu'on peut courir sans fatigue, quoi, quelque part, et c'est ouvrir des univers. Absolument, non, mais en fait, il s'agit d'extase, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. D'extase. Moi, ce que je pointais du doigt tout à l'heure, et d'une façon générale, c'est cette espèce d'aveuglement, c'est-à-dire sur la notion potentiellement problématique de se libérer de quoi, et jusqu'à quel point, etc. Et c'est forcément courir un risque. Mais en effet, je suis le premier, je le partage, ce sentiment. J'ai fait du vélo, j'ai couru chez les minimes à 13 ans, puis j'ai fait ça jusqu'à 29 ans, et longtemps, même à plein temps, de façon excessive et tout. Et c'est précisément ce à quoi je ne pouvais pas renoncer, et ce qui est devenu presque dangereux, c'est un peu fort, mais enfin ce qui m'a fait renoncer à mes études, ce qui quand même m'a coûté d'une certaine manière, parce que bon, j'ai mis ma vie là-dedans, donc d'une certaine manière je l'ai risqué, et puis de plein de façons inavouables, mais je veux dire que ça passe par un sentiment tellement agréable, et en effet le sentiment de libération tel qu'on ne sait plus y renoncer, et qu'on ferait évidemment n'importe quoi pour retrouver cet état. Oui, voilà, et que ça compose. Alors, se libérer de quoi? De la domination masculine, de la domination économique. Je veux dire, on peut courir plus vite que son patron. Voilà, un moment, on peut mettre une raclée à son patron. Oui, bien sûr. Ou aux hommes, ou qui vous oppressent, je ne sais pas. Il y a tout se termine. Il est temps de conclure. Donc, comme tout se termine en chanson, voilà. L'auteur peut être parfois aussi compositeur et interprète. Donc pour finir, j'aurais pu choisir la chanson de Sanseverino, son très beau 10 jours avant Paris, une chanson sur un 100 grades du Tour de France, qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est malgré ses plaies et ses douleurs rejoindre Paris et les champs. J'ai choisi finalement une chanson de Richard Fredon, qui est moins connue. Mais lui aussi, donc, il est auteur, compositeur, interprète. Il a édité un très beau En roue libre, le titre de son album. Et là, je vous propose d'écouter sa chanson La Petite Reine sur les femmes cyclistes pour faire, vous avez compris, le lien avec la prochaine table ronde. Voilà. Tout en musique, on remerciera nos animateurs, aussi auteurs. Alors si je ne me trompe pas, La Petite Reine pour Nicolas. La saison commençait avec Philippe Lorette. Et si je me souviens bien, Le Coureur et son ombre par Olivier Arlon. On va y arriver. Voilà. Merci encore pour vos éclairages. Et puis pour cette musique et cette image. Merci à vous. Alors effectivement, voilà une deuxième conférence pertinente, intéressante. Eh bien, vous pouvez rester si vous voulez, puisqu'on enchaîne avec le sport et les femmes. Sylvie a déjà enchaîné. Sport féminin. Et à partir de là, voilà, les intervenants s'installeront et on pourra commencer le débat.
Voilà. Ce dont on s'est aperçu, c'est que très peu de retransmissions sportives féminines ne pouvaient être visibles et en tout cas vues par les téléspectateurs. Une étude avait été réalisée en 2012-2013 par le CSA qui mettait en évidence que malheureusement seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. Nous avons décidé de lancer une première mission derrière cette première étude, de lancer une mission pour mobiliser les médias, évidemment principalement audiovisuels mais aussi radiophoniques, pour que nous puissions donner à voir plus de sport pratiqué par des femmes à la télévision. Au CNDS a été mis en place un fonds, ce qu'on appelle un fonds audio, sur l'initiative de Valérie Fondernon, qui a été mis en place en 2005, qui consiste à favoriser la médiatisation et la production soit de documentaires, soit de diffusion de compétitions sportives, des publics qui sont plutôt éloignés de cette médiatisation, à savoir le sport féminin et aussi le sport des non-valides. Donc ce fonds audio a été fait pour ces deux publics principalement. 3 ans après, donc il a fonctionné en 2015, 2016, 2017. La première année, il n'a pas eu un très grand succès, il a fallu que le dispositif se fasse connaître, etc. Et il est monté en puissance, puisque cette année, sur les 1 million, il y en a eu de mémoire, à peu près entre 650 et 700 millions de dossiers qui ont été subventionnés. Donc à la fois, je le répète, pour la production soit de compétitions féminines à la télévision, soit pour des compétitions de sport non valide. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que le développement du sport féminin ne peut passer en priorité par la médiatisation. Ça me paraît aujourd'hui essentiel. Moi, je suis très, très attaché à tout ce qui est audiovisuel. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai créé cette association qui s'appelle Juvacom Media, et de concevoir des films autour du sport féminin. Donc aujourd'hui, j'en ai fait 4-5. Dont un qui est un film de 52 minutes sur la vie au quotidien d'un club de rugby à 13 féminin, 100% féminin, qui était un film de 52 minutes, et qui lui aussi a eu de réussite, puisque au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80 000 personnes qui ont vu ce film. Donc voilà, encore une fois, la médiatisation, parce que la médiatisation va amener quelque part des partenaires derrière, parce qu'il y aura un intérêt à voir ce genre de sujet, et puis bon, essayer de développer de cette façon-là. Aujourd'hui, la communication, elle est multiforme. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous essayons d'avoir des communications d'ailleurs originales, parfois un peu décalées, sur le sport santé, sur la mixité, sur les thématiques qui sont celles au cœur de l'action fédérale, et nous essayons d'utiliser aujourd'hui l'ensemble des outils de communication dits modernes, donc les réseaux sociaux, mais aussi la télévision. Certes, la Fédération française de triathlon n'a pas accès aujourd'hui au prime time sur les grandes chaînes, mais néanmoins nous avons des diffusions très fréquentes sur, on va le citer, l'équipe TV et sur d'autres chaînes de sport notamment. On montre aux hommes ce qu'ils font vivre aux femmes. Et je trouve ça intéressant. Comme on dit, mon émission de radio, elle changera de nom le jour où les hommes et les femmes seront médiatisés exactement de la même manière, c'est-à-dire 50-50. Il y a un truc qui me surprenait quand j'étais plus jeune. Je pense à Florence Artaud, paix à son âme. Quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit c'est une femme. Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas c'est un homme. Une personne bien informée justement va agir en conséquence. Donc si on l'informe sur des bonnes actions, si on l'informe en faveur de l'égalité, c'est donc une personne qui, au fil de ses actions, va réagir en cette faveur-là. Donc une personne bien informée va forcément bien agir. Des événements ont eu lieu. Les 24 heures du sport féminin, pendant 2 ans, des médias ont été mobilisés pour qu'une journée soit consacrée
à parler du sport au féminin. Alors c'est par le biais de retransmissions sportives aussi, mais de reportages, de magazines, de pastilles, sur des filles, des femmes qui pratiquent des sports, sur la diversité des sports pratiqués. On parle de foot, mais aussi de rugby, de football, de natation, d'équitation. Et puis lorsque je suis arrivée au CSA, j'ai transformé cette 24 heures du sport féminin en 4 saisons, en me disant qu'il y avait une synergie qui était nécessaire, puisque d'autres faisaient la même chose que nous, et qu'il valait mieux unir nos forces, pour pouvoir faire ensemble. Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'entre guillemets on vit en paix en France et en Europe, malgré les divers problèmes actuels, il n'y a aucun média, notamment en France, qui n'a loupé une championne d'Europe, une championne du monde, une championne olympique. Voire une championne de France dès lors qu'il s'agit de la presse quotidienne régionale, par exemple. Maintenant, si on se réfère à des médias dont on voudrait qu'ils parlent du sport féminin, c'est tout autre chose. Mais là aussi, il y a des explications qui sont des explications soit éditoriales, soit tout simplement économiques. Ce quotidien vit à 60 ou 70% des revenus issus du football masculin. En conséquence, les autres sports masculins, et donc le sport féminin également, pâtissent de cette exagération, de cette prégnance, de cette difformité du traitement du sport. Un documentaire qui est financé sur le fond audio qui passe à 23h ou à minuit, il est très clair qu'il y aura peu d'audience, c'est une évidence. En revanche, pour des compétitions qui, elles, sont en prime time, ça a été le cas sur la chaîne L'équipe par exemple, quand c'était qu'elle, là c'est intéressant parce que là on se rend compte que là on est à 20h ou 20h30 ou 21h et là en effet on peut avoir un peu plus d'audience. J'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté en disant combien ça coûte une équipe féminine, on pourrait peut-être essayer, etc. La première pierre a été mise, je pense qu'il y en aura d'autres, et je crois que c'est ces exemples-là, et qui sont montrés, parce qu'il y a quand même beaucoup de médiatisation autour de cette équipe féminine, comme cet été les femmes qui ont fait le tour devant le tour masculin, etc. C'est cette médiatisation qui montre que c'est possible et qui va encourager d'autres à le faire. Alors si la Française des Jeux s'est engagée et a décidé de renforcer ses engagements en matière de sport féminin, c'est déjà parce qu'elle est un acteur majeur du sport, comme vous le savez. On a un sponsor d'une équipe cycliste notamment, on est mécène, on est opérateur de paris sportifs et on finance également le Centre national de développement du sport. Et en tant qu'acteur majeur, il nous paraissait difficile de ne pas être présent dans le sport féminin, sachant que pour nous l'égalité dans la société, elle passe aussi par l'égalité dans le sport, que l'égalité dans le sport, elle doit aussi se faire sur tous les terrains de sport. Et donc c'est la raison pour laquelle Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, a souhaité impulser une nouvelle dynamique en matière de soutien au développement du sport féminin. Notre soutien au sport féminin s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est le soutien à la pratique sportive féminine. Deuxième pilier, c'est le soutien au sport de haut niveau. Troisième pilier, c'est la médiatisation, puisqu'on sait que c'est un des moteurs du développement du sport féminin. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la mobilisation des réseaux, c'est-à-dire pour la Française des Jeux, le réseau d'autres entreprises, notamment à travers l'association Sportsora, puisque nous sommes convaincus que c'est par les entreprises sponsors que passera également le développement du sport féminin. Si on regarde uniquement dans le sport, ce qui est vrai au niveau des retransmissions sportives est aussi vrai dans les organes de direction. Très peu de femmes sont à la tête de ligues, très peu de femmes sont à la tête de fédérations de sport. Il a fallu attendre, en fait c'est en 1997 que Marie-Georges Buffet a été la première ministre femme en charge des sports, c'était il y a 20 ans. On a un gros retard, en fait, c'est culturel, sportif, de représentation de la femme à la télévision. Et le sport est un vecteur possible pour pouvoir améliorer, rattraper ce retard. Malgré tout, que même si un sport olympique ne semble exister qu'à l'occasion des Jeux olympiques, ce qui est vrai n'est pas totalement vrai. Nous avons tout au long de cette Olympiade des rendez-vous très importants, les championnats du monde, les coupes du monde, le sport olympique et le sport paralympique. Il y a des histoires à raconter, et c'est ce que cherchent le plus souvent d'ailleurs les médias, des histoires à raconter. Et le triathlon a des athlètes, garçons et filles, qui ont de très belles histoires à raconter. Le bilan que je peux tirer en tant que présidente encore du CNDS, c'est que c'est un dispositif qui était en effet une très bonne idée, mais qui était peut-être trop prématuré quelque part, mais qui a quand même bien fonctionné, qui a permis, et donc moi je trouve que c'est un bon dispositif et j'espère qu'il perdurera à partir de l'année prochaine. Ça j'en suis pas sûre parce que je ne serai plus président du CNDS,
Mais j'espère qu'en tout cas, ça perdurera et qu'on pourra continuer via le CNDS à financer la production de compétitions féminines. Parce qu'on a pu voir grâce à ça, moi dans mon sport, on a pu voir du handball féminin, on a pu voir du basket, on a pu voir du volley et d'autres sports, donc ça a eu son utilité. Je trouve que flasher sur 4 temps, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas une seule journée dans l'année. Et j'espère que bientôt, on n'aura même plus besoin de parler de 4 temps, mais qu'on sera dans une régularité de médiatisation du sport féminin. Finalement, le fait de mettre en évidence qu'il y ait peu de retransmissions sportives a conduit à réaliser finalement que peu de femmes expertes étaient à l'écran, que si la présence féminine était réelle dans les émissions, dans des documentaires, dans des réalités, dans des magazines, dans des reportages, pour le coup, le type de représentation de la femme était toujours véritablement relégué au rang non pas de femmes expertes, non pas de femmes dirigeantes, non pas de sportifs professionnels, mais toujours, on voit bien dans quel état d'esprit, c'est-à-dire dans des rôles très inférieurs, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas l'image de la société. Ce dont on s'est aperçu, et ce dont on s'aperçoit encore, c'est que finalement, ce qui est donné à voir à la télévision n'est pas la représentation de la société française. C'est vrai en matière de genre, entre sexe hommes et femmes, c'est aussi vrai en matière de diversité, donc c'est-à-dire de couleur de peau, c'est aussi vrai en matière de handicap. Donc finalement, la télévision n'est pas représentative de notre société française, et c'est certainement, ça participe des missions du CSA que d'avoir une meilleure représentation de la société dans les écrans. Si je veux résumer, ceux qui sont à convaincre aujourd'hui, ce sont justement ceux qui ne sont pas dans ces sacs quand on fait des colloques. Ce sont ceux à qui on n'a jamais l'occasion de s'adresser, c'est-à-dire les présidents de fédération. Quand pourrons-nous s'adresser à eux directement, nous les femmes, qu'on leur explique ce que j'explique dans mon livre, parce que ça provoque des souffrances, qu'on en a marre, qu'on voudrait avancer, qu'on a envie, avec eux, de faire avancer le sport, pas derrière, avec eux, à leur côté. Ah ouais, rien n'est fait pour nous, alors. Rien n'est fait pour nous. Ok, on constate, on fait quoi maintenant? Et bien, si rien n'est fait pour nous, c'est à nous de faire quelque chose pour nous. Donc, le message, il est celui-là. Moi, je dis, dans le sport, si nous ne prenons pas en main notre destin, avec l'appui et le soutien d'hommes, heureusement, parce qu'on n'y arrivera pas toute seule, on n'arrivera pas à avancer. Parce que si on attend que ceux qui, aujourd'hui, détiennent le pouvoir sportif fassent quelque chose pour nous, on va encore attendre un siècle. Ok. Merci beaucoup. Ok. On va s'installer là, devant, les 5 ou 6. Alors, avant de rentrer tout de suite dans le débat, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'échange, je vais rapidement vous présenter des personnes qui nous manquent deux là, qui sont à la tribune, on va dire. Voilà. Donc à ma droite, j'ai Aurélie Bresson, qui a créé le magazine Les Sportifs, dont certains ont peut-être eu un exemplaire, je pense qu'il y a maintenant 2 ans pratiquement. Plus de 2 ans 2 ans. 2 ans, voilà. Donc, on est bien très compétente sur le domaine, donc vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. À sa droite, j'ai Patrick Chevalier, qui lui aussi, c'est un fervent défenseur de la cause féminine, de la pratique sportive féminine depuis très longtemps, donc qui est à l'origine de ce film. Et juste après, il vous expliquera comment ce film, comment ce concept est né, pourquoi, etc. Et puis nous avons 3 sportives. À ma gauche, on a Bozena,
Bozena, je m'excuse, je regarde Rosicki, qui est basketteuse d'origine polonaise et qui est arrivée en France en 1980 pour jouer au Stade Auxerrois. Ensuite, nous avons une marathonienne, ou une ancienne ex-marathonienne, je ne sais pas si tu pratiques toujours, Oui, je cours un petit peu encore. Sylvie Bornet, qui a été championne de France en 1992 et qui a eu le record de France en 1900. En 90 et en 87. 90 et 87. Et puis Solène Rousseau, tennisman à la GIA, qui est peut-être encore numéro 1 iconaise au classement féminin. Voilà, elle ne le dit pas, mais je vous le dis. Donc ces 3 filles nous feront part de leur expérience, c'est certain. N'hésitez pas à les solliciter parce qu'il y a du vécu, il y a des choses intéressantes. Patrick ou Aurélie, vous ouvrez le bal. Ça marche? Allez, très bien. On va peut-être commencer par laisser la parole à Patrick. Tu peux nous expliquer le concept de la vidéo, rebondir dessus. Oui, bonjour à tous. Alors, ravi d'être à Toussy, une ville que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en venant ici. Voilà, alors le film que j'avais vu là de 13 minutes, qui s'appelle La médiatisation du sport féminin, on a voulu faire un tour d'horizon de ce qui existait aujourd'hui, de ce qu'il y a encore à faire par rapport à ça. De ce film va sortir prochainement à 52 minutes parce que j'avais fait la même chose il y a 4 ans et on a vu la différence sur les images qu'on a fait il y a 4 ans et celles qu'on a fait à la fin de l'année dernière. Donc on va faire un 52 minutes. Moi aujourd'hui j'ai 50 ans, à peu près 50 ans de mouvement, de bénévoles dirigeants dans le sport. Donc je connais assez bien, je dirais, le sport. Et la problématique du sport féminin, elle est faite à travers de certaines images que j'ai pu, des images qui m'ont choqué, qui ont fait que je dis pourquoi le sport féminin était toujours à l'écart dans le paysage sportif, alors qu'elles doivent avoir la même place que les hommes. Et moi, mon seule chose qui me permettait d'avancer, c'était d'essayer de faire des images. Donc il y a ces images-là. J'ai fait un film, d'ailleurs vous avez vu quelques images du rugby, donc un film qui s'appelle 13 filles en Ovalie, qui est un film de 52 minutes, qu'on a mis 2 ans à travailler. Bon, et quand on parle de médiatisation, et Béatrice Barbus l'a dit, on a eu un diffuseur, qui était France 3. France 3 l'a diffusé, à votre avis, un mardi à 23h58. Donc l'audience, il n'y en a pas. Donc on a eu de l'audience parce qu'on a fait un travail derrière. Voilà, donc aujourd'hui en termes de médiatisation, il y a encore beaucoup de travail. Et tout à l'heure, quand avec Aurélie, on a regardé l'équipe, on s'est dit, tiens, l'équipe de France de rugby a gagné hier contre l'Angleterre, pas une seule ligne dans le journal de l'équipe, pas une. Bon, maintenant j'attends demain l'équipe. Pourquoi? Parce qu'aux Jeux paralympiques, il y a une certaine Marie Boucher qui vient de remporter la 6e médaille d'or aux Jeux paralympiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle bat Martin Fourcade. Donc j'espère demain que l'équipe en parlera. S'ils n'en parlent pas, ils auront l'occasion d'avoir mon mail. Voilà. Merci. On va commencer à écrire son avis. Donc pour rebondir sur la médiatisation, je voulais faire un petit point, parce que récemment, en fait, la FDJ et le CSA ont sorti diverses enquêtes, notamment on fait le point, parce qu'ils ont organisé Sport féminin toujours, dans la suite de la vidéo, avec les 24 heures du sport féminin, les 4 saisons du sport féminin. Ils ont mis le doigt sur le fait qu'en 2012, les femmes ne représentaient que 7% en fait, des retransmissions sportives. 2014, c'était 14%, et 2016, ils estiment que c'est entre 16 et 20%. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est quand on parle de médiatisation, on parle toujours d'audiovisuel. En termes d'estimation de presse écrite, magazine ou radio, il n'existe rien du tout. Aucune étude ne donne le pourcentage de traitement médiatique des sportives en radio et en presse écrite et magazine. Et c'est assez alarmant, ça fait peur. Ça montre aussi finalement le fait d'avoir des difficultés, d'avoir des chiffres dans le sport au féminin, ou dans la pratique sportive féminine, ça montre du coup
le potentiel qu'il peut y avoir et la difficulté de l'essor du sport au féminin. Néanmoins, c'est assez contradictoire avec, on en parlait tout à l'heure avec d'autres d'entre vous. Moi, je pars du principe que quand on donne de la soupe, on boit de la soupe. Quand on donne des légumes, on mange des légumes. Donc ça doit être une vraie volonté des décideurs, des diffuseurs, puisque dans les top 5 de meilleure diffusion, de meilleure audience de la TNT en 2015, sur les 5 plus grandes audiences, les filles en font partie. La Coupe du Monde de foot en 2015, ou encore récemment, c'était sur la Coupe du Monde de handball, qui ont fait des grandes audiences sur la TNT, sur les chaînes gratuites. On tourne autour de 3 millions, ce n'est pas rien. Donc le sport féminin en termes de médiatisation intéresse. Il intéresse si finalement on le diffuse. Si on n'en diffuse pas, c'est sûr qu'on peut toujours tourner en rond. Donc c'est aussi né de ce constat que moi j'ai créé le magazine Les Sportives. Je suis friande de la presse. Et je n'ai pas vu, du coup, je voyais très peu les sportives, du coup, dans les différents médias. Et la clé, finalement, de la médiatisation, pour moi, ce sont ces femmes qui sont là. Pour moi, c'est les sportives. C'est pour ça que le magazine s'appelle Les Sportives. Parce que pour quelques chiffres, le baromètre de la FDJ, qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 semaines, les femmes qui pratiquent du sport en France, elles représentent à peu près 84%. Les hommes, 89%. Donc finalement, les femmes pratiquent autant de sport que les hommes. Pour la pratique, pour la régularité de la pratique, les femmes sont à 57% à dire qu'elles en font à peu près toutes les semaines, et les hommes à 65%. Bon, allez, on est à presque la même chose. Donc pourquoi pas un traitement médiatique à la hauteur de la pratique? Donc on peut vraiment se poser la question. C'est pour ça que malheureusement on se doit d'organiser des événements ou de créer un média spécifique. Donc créer le magazine Les Sportives pour justement mettre le doigt sur le fait qu'il y a un manque. Voilà, j'ai créé le magazine Les Sportives. Je serais ravie qu'il fasse 10 ans, 15 ans, mais s'il fait que 5 ans, je serais aussi ravie. Ça voudrait dire que l'ensemble des médias traitent du sport masculin et féminin de la même manière. Au moins, ça aura eu le mérite d'avoir de l'influence et le changement des mentalités. Je voudrais, du coup, comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est de donner la parole aux sportives. Et j'aimerais qu'on entende vraiment leurs témoignages, parce qu'il y a 2 choses qui ressortent aussi dans les freins de la pratique sportive féminine et dans ces freins à la médiatisation. C'est tout d'abord le frein de la pratique, c'est le manque de temps. Les femmes n'estiment ne pas avoir assez de temps pour pratiquer du sport ou pas trouver le temps pour pratiquer du sport. Ou alors c'est le deuxième grand frein, c'est aussi les structures inadaptées. Donc certains vestiaires qui ne sont pas adaptés, ou l'accessibilité aux infrastructures, ou la question de la sécurité en font partie. Donc j'englobe ça dans un premier grand frein. Et le deuxième grand frein, c'est le manque de confiance en soi. Parce que les femmes n'ont pas assez confiance en elles. C'est dans l'étude. Les femmes disent clairement qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour commencer à pratiquer. Donc si elles n'ont pas assez confiance pour pratiquer, elles n'ont pas assez confiance non plus en elles pour s'exprimer et s'auto-médiatiser. Donc pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue. Et finalement, plus les sportives témoigneront comme on va les écouter, et plus la médiatisation gagnera du terrain. Donc, pour moi, le cœur de l'avenir du sport, enfin l'avenir de la pratique sportive féminine et de cette sorte d'égalité dans le sport, et encore j'ai du mal avec le mot égalité, je préfère employer le mot justice, c'est de faire prendre la parole aux sportives comme elles ont envie qu'on parle d'elles et ce qu'elles ont envie de nous dire elles-mêmes. Donc je vais leur donner la parole, puisqu'en fait elles ont aussi vécu à travers leur carrière et leur expérience encore aujourd'hui ces différents freins, et elles ont su y faire face au fil des années pour être dans ce aujourd'hui. Je vais commencer avec à donner la parole à Sylvie, qui me racontait tout à l'heure qu'elle n'avait pas pu participer au JO de Barcelone. Pourquoi? Parce qu'en 1992, pourquoi? Parce que c'était une femme. Donc j'aimerais qu'elle nous en dise un peu plus sur son parcours,
sur cet aspect-là, et si elle avait été médiatisée, est-ce que ça aurait changé la donne? Oui, alors on peut repartir déjà de l'historique du marathon d'un point de vue féminin. Il faut savoir que déjà en 67, Catherine Switzer, une américaine qui est devenue journaliste après, mais enfin, le sport, le marathon était interdit aux femmes, tout simplement, quoi. Donc en 67. Du coup, elle a couru en se déguisant en homme et elle a été éjectée par le jury, enfin des hommes, des juges. Qui était là sur le côté, quoi. Et voilà, c'est juste pour donner une idée de l'ambiance dans les fins 60, quoi. Et bon, progressivement quand même, ça a un petit peu évolué. Les femmes du coup ont fait du marathon, mais il faut dire qu'on partait de loin, puisque on a commencé, enfin les premiers Jeux Olympiques c'était en 80, hein, gagnés par Benoit, une américaine. Mais c'était les premiers Jeux Olympiques en 1980, quoi. Du coup, par rapport aux hommes, il y a quand même déjà un grand retard, on va dire. Hein. Alors, pour ce qui est de mon cas, je pense que j'ai justement, comment dire, pas trop bénéficié encore de l'attrait du féminin dans le sport, parce que c'était dans les... même dans les années 90, quoi, le DTN, ce qu'on appelle le DTN, c'est-à-dire le directeur technique national de l'athlétisme, je pense était très de courbinisme, enfin était très versé dans le de Coubertin, quoi. Du coup les femmes plutôt ailleurs que sur un stade, enfin tout simplement, et puis encore plus le marathon, quoi, parce que le marathon, bon, ils voulaient bien faire partir un homme, mais en plus une femme, non, c'était pas possible. Alors avec des justifications du style il n'y a pas assez d'argent. Enfin bon, des trucs bon, qui étaient relativement inadmissibles pour moi, parce que non seulement j'étais arrivée première française donc au championnat de France, et c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, parce qu'il y a des minima olympiques, hein, tout simplement. Donc vous arrivez première au championnat de France, ça c'est respecté, et en plus on vous demande un minima. Et le minima, donc un temps, quoi, évidemment. Le minima était de 2h35, et à cette course, j'avais fait 2h32. Et j'étais recordman de France avec 2h29, qui avait été fait 2 ans avant en fait, hein, à Twin Cities, Minneapolis. Donc j'étais en droit de partir, évidemment, quoi. Et du coup, après avoir fait ce marathon, le lendemain, le surlendemain, on m'a dit bah non, tu pars pas. Voilà. Et puis ma carrière s'est arrêtée parce que là, on vous assomme à coups de marteau, quoi, en fait. Donc on a fait un procès, mais ce procès, bon, même s'il a été gagné 1 an après, les jeux avaient été courus, hein. Voilà. Et j'étais même partante à y aller, parce que puisqu'on m'annonçait des restrictions budgétaires ou je sais pas quoi, j'étais prête à y aller en stop, quoi. Je veux dire, à Barcelone, c'est pas Séoul ou c'est pas Los Angeles ou quoi, où j'y serais. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup d'appui, hein. J'ai eu un article dans Le Monde, Catherine Switzer m'a écrit, enfin j'ai eu beaucoup de soutien, mais malgré ça, le DTN était quand même le dernier à parler, et du coup je n'y suis pas allée, enfin, voilà. Voilà. Je crois que ça résume, en tout cas ça résumait l'ambiance de l'époque. Après, voilà, j'ai quand même eu de bons résultats, et j'ai vécu des choses géniales, hein. Voilà, j'étais quand même médaille de bronze à un championnat du monde universitaire. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont vraiment bien, enfin qui m'ont nourri. Mais ça, c'est quand même dommage dans ma carrière de ne pas avoir été au jeu, quoi, ouais. Alors, j'ai juste une petite question pour rebondir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à l'idée qu'on fasse aussi quelque chose de très interactif. J'avais une petite question, et si vous aviez pris la parole médiatiquement en dénonçant justement ce DTN, en dénonçant dénonçant en fait cette injustice, est-ce que ça n'aurait pas changé la donne? Est-ce que vous auriez continué quand même? J'aurais fait n'importe quoi. Je crois que j'étais prête à faire un jaune devant sa porte, enfin médiatiser, je sais pas, je veux dire, j'ai eu un article dans Le Monde, j'ai eu beaucoup de soutien même médiatique, mais il n'y a rien eu à faire, quoi. Donc je sais pas ce qu'il fallait, ouais, non,
je sais pas, il faut dire que c'était vraiment l'entraîneur national. Était très, comment dire, c'était un militaire déjà. À cette époque-là, la course à pied et notamment la course de longue distance était très cadrée de manière militaire. Hein. Il fallait aller il fallait s'entraîner. Je ne vais pas dire au garde à vous, mais enfin c'était presque ça. Malgré tout, l'entraîneur national était désolé que je parte pas, mais c'est pas lui il était aux ordres, quoi. Hein, voilà. D'autant plus c'est un ancien militaire. Et c'est vrai que moi j'étais un peu plus libre que ça. Je voulais pas participer à des entraînements hyper cadrés, donc je m'entraînais en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, je faisais un peu ce que j'avais à faire, parce que pour moi la course à pied c'est contrairement à des sports d'équipe, c'est un sport individuel, donc pour faire le mieux que je pouvais, c'était de m'entraîner en Nouvelle-Zélande quand il faisait froid en France, et puis de m'entraîner aux États-Unis en altitude. Enfin, je faisais le maximum. Et c'est pas un sport, en plus l'athlétisme c'est pas un sport enfin c'est moi qui payais pour m'entraîner, quoi. Enfin je veux dire, c'est pas, voilà, c'est un sport amateur encore. Voilà. Alors, je me permets de compléter un tout petit peu, parce que moi je fais partie de l'athlétisme, je suis aussi un ancien marathonien, et quand on parle de 92, la fédération n'était pas vraiment dans l'optique d'aider le marathon féminin à l'époque. Donc déjà au niveau des garçons c'était déjà assez compliqué, mais je crois que en plus il y avait des problèmes de scission plus ou moins au niveau de la fédération entre l'athlétisme traditionnel et les courses sur route. Il y avait un petit problème à ce niveau-là, et donc quand la fédération pouvait un peu sabrer au niveau du marathon, il le faisait très volontiers. Et c'est malheureux, mais elle a payé un peu ces problèmes de personnes à la tête de la fédération. Quel était le ministre des Sports à l'époque? 89. Oui, s'il vous plaît. Parce que le DTN rend compte en fait au oui, ministre. Bien sûr. C'est là la vraie question, c'est qu'aujourd'hui on aurait peut-être plus de soutien. Qu'au niveau de la gouvernance sportive, ça n'a pas tant évolué. Quand c'est une femme, ça va mieux. Ouais, mais je pense que c'est le DTN qui a le dernier mot malgré tout, parce qu'il se dit être le garant. Voilà, c'est lui qui sait. Sylvie. Oui. Moi j'étais à l'époque dans un magazine de course à pied phare de l'époque qui s'appelait Jogging International. Ouais. En ce qui concerne les magazines spécialisés comme Jogging, je peux dire qu'on traitait les performances féminines et masculines et les interviews au même niveau. Mais c'est vrai que la course à pied, la course sur route était très minoritaire en voie, pas en pratiquant, puisque les pratiquants, il y en avait beaucoup plus en course sur route. Et la course sur route, il y avait beaucoup de femmes aussi, beaucoup plus qu'en athlétisme. Moi, je vais oser dire une chose, c'est que si tu ne faisais pas partie d'une bande avec un entraîneur, toi tu peux pas le dire, mais maintenant moi je peux le dire, tu passais à la trappe, même pour à Saint-Maur courir dans la Serie A, il y avait ce qu'on appelle des petites mafias à l'intérieur de la fédération d'athlétisme, avec des grands anciens, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils ont fait des belles carrières, mais qui privilégiaient leurs coureurs à eux ou leurs coureuses. Et je pense que si tu as bien dit les choses, tu étais individuel, tu étais sur la course sur route, et tu étais une femme, tu avais 3 handicaps. Si tu avais été déjà seulement une femme, mais dans un grand club, si tu avais été au Racing Club de France, moi je te donne mon billet, que le Racing avait beaucoup plus politiquement d'implication, et l'argent aussi. Hein. Il y a eu le Matra Racing, hein, n'oubliez pas. Et donc je pense que c'est ça, tout simplement, c'était politique à l'époque. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que moi j'ai décroché de la course à pied, mais tu avais tous les handicaps contre toi. Et même nous, si on avait voulu faire quelque chose, on n'aurait rien pu faire. Parce que l'équipe en parlait très très peu de la course sur route. Moi j'ai après enchaîné sur le triathlon, là c'était encore pire. Oui, mais c'était un problème justement. Parce que l'équipe était complètement pro-fédé, très politisée à droite, enfin bon,
voilà quoi, enfin, et du coup, oui, voilà, très, très conservateur quoi. Donc voilà, si j'avais eu quelques articles dans l'équipe, parce que bon, j'avais des articles dans Le Monde, mais c'était pas bon, si j'avais eu des articles dans l'équipe, peut-être que ça aurait changé les choses. Et vous avez eu le triathlon derrière, où les femmes ont été vraiment décriées. Je ne citerai pas non plus l'entraîneur, parce qu'ici il est beaucoup aimé, d'un club actuellement professionnel qui réussit bien, qui a dit qu'une femme c'était vraiment moche à vélo, alors que les filles en triathlon étaient magnifiques sur les vélos, à vraiment tirer, à bouler. Moi j'ai fait un édito là-dessus, mais je me suis fait rentrer dedans parce que je disais que c'était beau une femme à vélo. Hein. Mais à l'époque c'était déjà quelque chose. On est quand même dans les années, fin des années 80, début des années 90. Voilà. On n'aimait pas les francs-tireurs dans toutes les fédérations. J'étais à l'INSEP à l'époque, on n'aimait pas les francs-tireurs. On n'avait pas eu encore les francs-tireurs du tennis. Donc il fallait être dans le circuit fédéral et votre parcours... Moi je suis à l'INSEP aussi. Hein. Oui, oui, je me doute bien. Très bonne cantine. Mais voilà. Donc c'est le fait d'être franc-tireur. Et je pense que vous avez surtout parlé de quelque chose, on en a parlé un petit peu, l'aspect bankable. L'aspect bankable du sport féminin, je crois que c'est la poule, l'œuf. Est-ce qu'il faut être plus exposé pour être plus bankable? Est-ce qu'il faut être bankable pour être plus exposé? Là, je n'ai pas encore la réponse, je vous avoue. Et le marathon, je suis marathonien aussi, hein, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est la mode. La fin de course, vous me voyez que la fin de course, en fin de compte. Vous me voyez que l'arrivée, c'est pas 100 mètres, c'est pas voilà. Ah, c'est vrai que les arrivées sont superbes, mais les gens maintenant arrivent en bon état. Les gens préféraient quand on titubait, quand on vomissait, tout ça, mais ça... Ça n'arrive plus, les gens sont trop entraînés. Voilà, ils sont trop entraînés. Non, c'est surtout l'aspect financier, je pense. C'est l'aspect financier, mais c'est aussi le... Voilà. C'est l'aspect fédéral, c'est un cercle vicieux, effectivement. Moi, je pars du principe, de toute façon, que tant que les sportifs n'auront pas pris confiance et conscience que c'est aussi à elles de franchir les portes et de communiquer, la force qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux, de pouvoir dénoncer, s'exprimer, créer des vraies communautés que vous n'aviez pas, du coup, il y a quelques années, c'est pas si loin pourtant. Et même en termes de médiatisation, ça a évolué, mais c'est vrai qu'un article dans Le Monde, ça reste une minorité, oui, ça reste une certaine catégorie de personnes qui le lisent, et pas forcément les influenceurs qui prennent la décision de vous faire aller, du coup, je pense au cas, je me permets, de Sarah Ouramoun, qui a eu, elle aussi, elle a été refusée du coup de participer aux Jeux Olympiques. Elle a dû détourner la Fédération Française de Boxe pour participer aux Jeux Olympiques. Au final, elle finit du coup vice-championne olympique à Rio en 2016. Comme quoi, il faut y aller, il faut franchir les portes. Et tant que voilà, les sportives elles-mêmes n'enfoncent pas quelques portes avec quelques alliés, c'est vrai qu'elles y arriveront pas. Je vais donner la parole du coup à... J'ai vraiment du mal avec votre prénom et votre nom. Bozena, on va rester sur le prénom. Du coup, grande joueuse de basketball polonaise pendant 14 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et comment ça s'est passé en Pologne? Je pense qu'on est un mauvais petit canard en France, mais il faut regarder aussi chez les pays voisins. Bon, alors, surtout, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et que vous voulez changer quelque chose. Vraiment, j'admire les gens comme ça. Et vraiment, pour monsieur, j'ai beaucoup d'admiration que vous voulez changer quelque chose et sûrement ça va changer. Si on ne va pas bouger, ça ne va pas changer. Peut-être moi, personnellement, peut-être je vais vous décevoir, mais j'ai eu la chance, depuis le début, d'être dans les grands clubs. J'ai joué en Pologne dans l'équipe nationale, alors j'étais toujours bien entourée et j'ai toujours beaucoup d'articles dans la presse, alors je ne peux pas dire que j'ai eu du mal par rapport à médias. Peut-être,
mon exemple, il n'est pas très bien. Parce que, voilà, parce que en Pologne, quand j'avais 18 ans, je suis rentrée dans les clubs qui étaient toujours à grand niveau. C'était champion de Pologne. Et après, la ville, elle était très... ville où je jouais, elle était très intéressée, parce que c'était justement le basket, c'était le champion de Pologne, c'était le plus grand niveau. Alors on a eu tout pour être bien. Alors je ne peux pas dire que... tu as eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance. Et vraiment, en Pologne, j'ai eu vraiment une longue carrière et toujours au grand niveau. C'était aussi peut-être le pouvoir politique qui utilisait le sport dans l'ensemble. Comme c'était soi-disant un sport amateur, aussi le bloc de l'Est, le souvenir que j'en ai. Donc l'État voulait communiquer sur les sportifs sans se poser la question femmes, hommes ou bankable, non bankable. C'était... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le fait d'être dans un pays, je dirais, communiste non capitaliste, est-ce que ça n'a pas aidé au développement du sport féminin dans les petits blocs de l'Est? Je ne sais pas. Notre situation est un peu bizarre. Je parle pour le homme et femmes. Notre situation en étant de sportif de niveau, elle était tellement bizarre que dans le pays capitaliste, l'Europe de l'Ouest, il y avait des contrats professionnels. Nous, on était considérés toujours comme des amateurs. Et c'était tellement tordu le système que nous, Božena, elle était embauchée à une usine de textile. Elle était contrôleuse de qualité. Et moi, mais j'ai jamais travaillé comme ça. Moi, j'étais ouvrier dans mon club. Moi, j'étais ouvrier. J'ai jamais connu l'usine. Et à ce point-là que je dévie un peu, on fait une petite déviation et que dans mon club c'était SNCF, ils ont créé exprès une gare dans le stade où on s'entraînait. C'était une gare qui s'appelait Polonia-Varsovie. Et il y avait un chef de gare, il y avait c'est hallucinant. Mais, on faisait la même chose. Je vous trahis aucun secret. On avait des faux militaires, des faux fonctionnaires. Et la chance que Božena elle a eue, parce que 200 matchs en équipe nationale Pologne, et puis une longue carrière, que vraiment, Božena, et moi j'étais un tout petit joueur qu'elle, on était très bien entourés. Très bien entourés. C'est un très bon exemple. On n'était pas professionnels, mais c'était vraiment professionnel. On s'est entraîné 2 fois par jour, des fois même 3 fois, 2 fois. Et on a eu des gens qui travaillaient pour nous. Moi, si j'avais le souci ou je voulais quelque chose, j'avais dit au manager du club et 2 jours après, c'était fait. Alors, vraiment, je suis... Oui, mais c'est pour ça que je fais le lien, je dirais, avec le débat en disant, peut-être dans la structuration politique et tout ça, on peut expliquer l'égalité homme-femme beaucoup plus facilement que chez nous. Je sais pas. Par rapport aux pays de l'Est, pays communistes, il y a le côté négatif des choses. Et moi, je pense à la SRDA. On a utilisé les femmes avec des méthodes interdites et tout. Donc on a aussi ce côté tout à fait négatif des choses. En Pologne, ça n'a pas été le cas, mais le côté communiste et de mettre les sportifs en valeur a aussi eu des côtés négatifs par rapport à certains pays, et je pense à la RDA, parce qu'on connaît aujourd'hui les résultats négatifs, néfastes
sur tous ces athlètes qui ont subi pendant de nombreuses années la politique sportive, entre guillemets, d'un pays comme la RDA. Excuse-moi. RDA, c'était, à l'époque, c'était encore un autre aspect, parce que il y avait sur à RDA, il y avait une pression politique, justement, il y avait une concurrence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Est. Donc, ils faisaient tout pour atteindre un niveau, tous les moyens, ils étaient bons pour arriver dans le gymnastique, dans le handball, dans les autres sports, le sport d'hiver. C'était vraiment les méthodes qui... Ça existe toujours. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça fait l'influence des pays en termes de sport. On l'a vu avec la Russie et on le voit avec d'autres pays. On voit bien qu'à un moment ou à un autre, un pays qui veut se mettre en valeur utilise l'image du sport et il est prêt à utiliser tous les moyens possibles, imaginables, pour pouvoir mettre en avant, voilà, et de pouvoir présenter son pays. Voilà. Et on a vu ce que ça a donné sur les derniers Jeux, où la Russie est complètement rayée du visage olympique parce qu'il y a eu des méthodes qui... Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans un... On ne va pas faire le débat dessus, mais aujourd'hui, on a ce genre de problématique. Pour revenir en France, j'ai recherché dans ma mémoire par rapport à ce qu'on disait les militaires et le CNESF. Vous allez vous souvenir, je ne citerai pas de nom comme tout à l'heure, on a eu dans cette période-là, qui aurait dû pourtant aider, comme ministre, un finaliste du 100 mètres à Mexico. On ne cite pas de nom. On a eu une femme, dont le nom finissait en 1, donc une femme, de l'athlète. Et ensuite, on a eu, avec les alternances que vous savez, un champion olympique à Montréal, sur 110 mètres haies. Donc, on ne pouvait pas être mieux servi en ce qui concerne l'athlétisme aux représentations féminines. Alors, je pense que le problème se situe, mais je ne peux pas anticiper là-dessus, au niveau de la Fédé. Au niveau de la Fédé, parce que là, on ne pouvait pas faire mieux. Ces types ont été extraordinaires pour le sport, ont été brillants, et cette femme était merveilleuse. Et au CNESF, je termine là-dessus, c'est un type qui n'était vraiment pas anti-sport féminin, c'était Nelson Payot, qui était vraiment un type ouvert, quoi. Donc, voilà. Bon, on va revenir un petit peu au niveau local. On est parti, on a fait France, on est parti international. On va revenir un petit peu chez vous. Enfin, on va revenir un petit peu avec Solène, qui a été demi-finaliste du championnat de France de tennis. 40 ans. C'est quand même bien. Du coup, je vais vous laisser revenir un petit peu sur votre parcours et votre vision au niveau du coup de la pratique au niveau local. Alors, voilà, moi je suis vraiment au niveau local, donc par rapport à vos niveaux, je suis vraiment sur un tout petit niveau. Donc, je suis dans le milieu du tennis depuis, je pense, j'ai 45 ans, depuis 40 ans, je pense. Je suis licenciée à la GIA depuis l'âge de 5 ans. Je ne vais pas vous faire mon parcours personnel parce que je pense que ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Par rapport à la place du tennis féminin dans le département, et même par rapport au sport en général, il y a encore des inégalités entre le tennis féminin et masculin. Du style, du genre, voilà, quand vous faites un tournoi masculin, le vainqueur masculin avec un petit chèque, il repart avec un petit chèque, qui peut être du double que le vainqueur féminin. Alors il y en a que ça choque pas. Voilà. Bon. Moi personnellement, quand je vois un tournoi comme ça, déjà je ne m'inscris pas au tournoi. Je fais avec mes petits moyens, mais voilà, quand je vois un club qui fait un vainqueur femme 2 fois moins que le vainqueur homme, eh ben, j'y vais pas. Voilà. Je dis rien, mais voilà, je trouve pas ça normal. Après, il y a certaines pratiques aussi qui se font de moins en moins, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a même beaucoup d'efforts de fait, où, par exemple, systématiquement, vous aviez les demi-finales femmes qui se faisaient à 9h, et systématiquement, les hommes à 10h30, 11h. Pourquoi ? Parce que voilà, les gens se lèvent un peu plus tard, le dimanche matin,
Donc on vient voir les hommes à 10h30, 11h, et puis les femmes à 9h, on se lève pas. Quoi. Le coup de la finale, pareil, la finale femme à 14h, la finale homme à 16h, après la sieste, on se lève, non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de clubs qui ont évolué, donc au niveau local, il y a beaucoup de prise de conscience à ce niveau-là, même si on n'est pas encore à égalité, mais il y a vraiment une évolution qui s'est faite. Je trouve aussi, en dehors du tennis, par exemple, je participe à d'autres activités sportives, où, par exemple vous faites un bike and run, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes en duo, et là vous pouvez faire des duos mixtes. Et ça, je trouve que c'est une ouverture vers une égalité homme-femme qui est géniale. Vous n'êtes pas sur le temps, alors vous en avez qui vont participer pour faire un temps, mais vous avez beaucoup d'équipes qui sont sur hommes-femmes. Et ça, je trouve qu'au niveau local, on est plutôt ouvert. Je trouve qu'on est plutôt sur une ouverture qui est plutôt positive, où le sport féminin est plutôt bien porté. Voilà, après, moi, la grosse interrogation actuelle que je me pose au niveau du tennis féminin, les tableaux sont très très pauvres au niveau du tennis féminin, et je pense qu'il faut le voir un petit peu plus au niveau de l'enseignement. On ne peut pas faire aimer un sport à une femme, à un ado fille, pareil, de la même façon qu'un ado garçon. Vous ne pouvez pas enseigner, même quand je vous parle de ça, parce que je suis aussi professeur de tennis, donc depuis une dizaine d'années, vous ne pouvez pas parler, faire une séance identique à des garçons, des ados garçons et à des ados filles. Et je pense qu'au niveau enseignement, on n'est pas suffisamment attentif, suffisamment sensible pour enseigner de façon beaucoup plus subtile aux filles, parce que la fille ado, parce qu'on s'aperçoit dans le tennis, on perd les ados, c'est-à-dire qu'on a des filles jusqu'à 10-12 ans, et puis à 12 ans, 13 ans, l'entrée collège, on les perd. Parce que une ado-fille il y a une certaine pudeur, il y a une certaine sensibilité, et en tant qu'enseignant, je pense qu'on n'est pas forcément assez attentif à ça. Et ce qui fait qu'on perd beaucoup de femmes, on perd beaucoup de filles ados, et on ne leur donne pas ce goût du sport, ce goût de l'effort, qui quelque part nous tient toute une vie. Moi, pourquoi je continue à 45 ans à repartir sur de nouveaux projets? Parce que j'ai cette fibre du goût de l'effort, qu'on a su m'enseigner. Mais je pense qu'on ne sait pas forcément bien l'enseigner pour les garder. Alors après, actuellement, on a beaucoup de femmes qui se reprennent en main. J'aimais bien la fin du film, on disait prendre en main son destin. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, actuellement on est sur une génération où les femmes de 30, 35, 40 ans se reprennent en main, parce qu'on est sur une société de bien-être. Oui, même avant, mais on est en train de redescendre sur les âges. Mais je crois qu'il faut aussi que la femme se prenne en main. Je parle vraiment au niveau local, hein, je parle vraiment, je suis pas à votre niveau, hein, je suis vraiment sur un niveau, non mais sur la femme qui pratique du sport, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se prenne en main dans sa famille pour mettre en priorité de faire du sport. C'est pas non, j'ai des choses à faire, non, je peux pas, je vais faire mon sport, il faut que ça devienne prioritaire. Pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent du sport, 1 ou 2 fois par semaine, mais c'est peut-être un jogging de 2 fois 5 km. Hein. Ouais, mais là on va plus parler d'activité physique que de sport. Oui, mais. Non, je parle, c'est. Oui, mais sinon, les femmes sont plus d'ailleurs, à mon avis, dans l'activité physique, dans l'entretien de son bien-être. Que dans le sport finalement. Alors effectivement c'est pas. Il faut une base. C'est pas. Ouais, mais. C'est une pyramide. Ouais, voilà. C'est une pyramide. Oui, tout à fait. Les jeunes femmes qui auront fait du sport, vraiment du sport de compétition, hein, à mon avis, elles auront plus tendance après à rester sur rester sur une activité physique, quoi, je pense. Mais pour ça, il faut les tenir dès l'adolescence. Il faut aller arriver à leur donner ce soutien aux jeunes. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Je pense que tu vas parler de l'UNSS, non? Pas du tout.
Voilà, je me permettais juste de rebondir par rapport du coup justement au visuel du dernier numéro des Sportives, forcément, où on a fait un dossier assez important et conséquent sur Sportif de mère en fille, une affaire de famille, avec l'importance et l'influence des parents sur l'accompagnement et la pratique sportive de l'enfant qui va commencer son sport à peut-être 5-6 ans jusqu'à l'athlète de haut niveau. Et avec ce dossier, justement, on met en lumière cette influence comme ses dérives, avec justement le cas dans le tennis, avec le père de Caroline Garcia, où on tombe vraiment dans le travers conflictuel avec la fédération sportive et conflictuel avec la fédération internationale. Finalement, dans ce dossier, on met vraiment en lumière cet aspect qu'il faut aussi éduquer, former les parents, parce que même des parents qui ne sont pas sportifs vont peut-être mettre leurs enfants au sport, et vice-versa. Les parents hyper sportifs vont peut-être inculquer de manière naturelle la pratique sportive, ou se dire non, nous on est très très sport, mais on ne mettra pas nos enfants au sport. Donc je pense qu'il y a un vrai accompagnement des parents à faire, et aussi parfois il faut passer par les enfants pour faire comprendre aux parents les bienfaits du sport, parce que les enfants peuvent avoir une influence sur leurs parents. Ça me permet de rebondir sur l'UNSS, sur la casquette du sport scolaire, où les enfants sont sensibilisés justement à pratiquer du sport dans le cadre scolaire, à avoir aussi le goût de la compétition, et emmener en fait les parents avec eux dans le cadre de projets avec leurs parents. L'un va pas sans l'autre. Et je pense que justement, quand tu parlais du rôle vraiment éducatif et de la formation, ça va aussi de pair avec la formation des encadrants, la formation même des professeurs, en fait, quelle que soit l'activité au-delà du sport, que ce soit en histoire géo, enfin, quelle que soit la matière, sur la notion de traitement différent du garçon et de la fille. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des profs de PR dire les filles vous ferez de la danse et les garçons jouent au foot. Voilà, ça part de là, même dans les cours, il suffit que les enseignants disent aux filles, de toute façon faites l'exercice, vous serez moins doués, et vous les garçons vous y arriverez mieux. Voilà, ça part de là. Ou rien que de dire que les filles sont plus intellectuelles que les garçons, c'est complètement absurde. On est tous différents, mais forcément on est quand même tous pareils. Je serais justement poser une question à chacun et à chacune. Quel a été le rôle pour vous de vos parents? Quelle a été l'influence du coup dans votre commencement dans le sport jusqu'à que vous continuez à l'adolescence et encore après? Et si c'est pas vos parents, est-ce que ça a été votre professeur de PS? Est-ce que ça a été votre club? Il y a forcément une personne qui influence un jour la carrière sportive, qu'on commence à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans ou même à 40 ans. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était déjà, enfin la chance ou pas, qui était déjà dans le milieu du tennis, et j'ai toujours été très bien encouragée. Effectivement, si l'enfant n'a pas un professeur ou des parents qui ont le bon mot, le bon soutien au bon moment, c'est ce qui vous permet de continuer et de continuer à avoir ce goût de l'effort et ce goût de la compétition et ce goût d'avancer. Après, de mon côté enseignement, j'ai vu plusieurs enfants arrêter parce que c'est pas le projet de l'enfant, c'est le projet des parents. Et ben là, l'enfant est mal orienté, là on perd du temps avec l'enfant. Donc il faut qu'il y ait un environnement, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Sinon, vous allez droit dans le mur pour tout le monde, et pour l'enfant, et pour les parents. Parce que finalement, tout le monde est en échec. Voilà, donc effectivement, les moniteurs, les clubs, les parents, la famille sont très importants pour l'accomplissement de la conquête sportive. Alors moi, je vais rebondir par rapport à ce qu'elle dit. Là, c'est une anecdote personnelle. C'est pas une fille. J'étais dans les années 80 entraîneur d'athlétisme. Et j'entraînais un gamin qui était très doué pour l'athlétisme et qui voulait faire de l'athlétisme. Son père n'a jamais voulu. Il m'a répondu, il ne fera pas d'athlétisme parce que moi j'étais gardien de but, il sera gardien de but. Voilà. Et bien, imaginez-vous que 15 ans après, j'ai retrouvé ce gamin. Il venait d'avoir 2 ans de prison avec sursis pour délinquance en bas de son immeuble parce qu'il était complètement désorienté. Voilà. Donc, cette idée
que les parents doivent être dans les circuits par rapport à faire du sport. Et moi, je dis toujours, avant de faire du sport, d'abord faire une activité physique. Le sport, moi je le mets toujours après. D'abord, pour amener à faire du sport de compétition, faut-il encore d'abord faire une activité physique. Et ça, tout le monde le dit aujourd'hui, hein, on dit même pour les personnes retraitées aujourd'hui, il faut faire un certain nombre de minutes d'activité physique par jour. Donc le sport, c'est-à-dire quand on veut rentrer dans la compétition ou quoi que ce soit, moi je dis c'est une deuxième étape. Et si on veut vraiment que les gens aient envie de faire un sport de compétition, de participer à des épreuves, faut-il encore qu'ils aient déjà le plaisir de faire une activité physique. Moi j'avais des parents qui n'étaient pas spécialement sportifs, mais j'ai fait de la danse. Mais en fait ça m'a beaucoup aidé et à un moment donné j'avais presque le choix entre l'opéra, voilà, mon prof il voulait que je continue comme ça, ou justement la course à pied que je commençais à connaître et c'est un prof qui m'a, lors d'un cross, voilà, c'est un prof qui m'a, je suis arrivée en première ou je sais pas quoi, j'ai bien réussi ce cross et puis du coup c'est ce prof qui m'a motivée à continuer et mes parents étaient totalement d'accord, mais voilà, mes parents m'ont bien aidé parce que à un moment donné effectivement il s'agissait au moment du bac par exemple, il s'agissait soit de réviser le bac, soit d'aller à une compétition internationale à Oslo ou je sais pas où, et c'était chiant quoi. Donc voilà quoi, il y avait des choix à faire à un moment donné, c'était dur. Mais bon, ça va, j'ai réussi les deux. Ouf. Moi, j'ai eu la chance que je suis rentrée dans le lycée où les profs de gym, ils étaient vraiment passionnés de basket. Et comme moi, à 14 ans, je mesurais déjà 1m83, alors lui, il est vraiment... il m'a vraiment poussé pour faire du basket. Et après, il a dit que j'ai beaucoup de talent et tout ça. Et c'était, pour moi, quand je regarde maintenant, c'était vraiment facile pour moi. Et j'aimais ça. C'était c'était ma vie, le basket, c'était ma vie. J'étais jamais, j'ai jamais dit que je travaille beaucoup. C'était plaisir. Et qu'est-ce que je voudrais dire encore? Je sais pas. Et les parents pas sportifs du tout. Mais quand je suis rentrée justement dans le club qui était champion de Pologne, ma mère, elle a vraiment suivi mon parcours, elle s'est intéressée beaucoup. Et grâce au sport aussi, je peux dire que j'ai voyagé beaucoup, j'ai voyagé beaucoup, j'ai eu vraiment la chance dans la vie. Et aussi grâce au sport, je suis venue en France. Alors, je ne sais pas comment ma vie elle pouvait être après le sport en Pologne. Ça, je ne vais jamais savoir, mais aussi, grâce au sport, j'ai connu ma mère. Tu es devenue maman. Oui.
Il est devenu papa. Oui, alors, ça, les parents, ils ont beaucoup d'influence sur les enfants, parce que mon fils, justement, il continue de basket, et il a joué aussi au basket, et notre mode de vie, c'est le sport. Alors, tout ça, c'est... Famille de sportifs. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner ou rebondir du coup sur ce témoignage. Sinon, je voudrais... Ah, excusez-moi. Oui, il y a 2-3 questions qui ont été abordées, mais on n'est pas forcément allé au bout. J'aimerais bien les pointer, parce que je pense qu'il y a aussi à chercher dans ce domaine-là. Parfois, d'ailleurs, c'est mixte, en fait. Donc d'abord, il y a la question de la mixité. Et de pousser la mixité, alors ça se fait beaucoup maintenant dans les équipes de jeunes, dans les écoles de sport, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment une nécessité à habituer à un sport plus mixte, et c'est tout à fait possible. Ensuite, dans les histoires qu'on a abordées sur les responsabilités tout à l'heure, entre le comité olympique, le ministère, etc., moi je crois aussi qu'il y a un défaut majeur, au moins dans le modèle sportif français, c'est un modèle extrêmement vertical, disciplinaire, spécialisé par discipline. Et quand on veut faire bouger des choses, comme la place de la femme dans le sport, ça ne peut pas se faire vraiment dans ce monde-là, donc ça se fait à côté, c'est Phoenix, c'est une autre vue, mais ça ne peut pas se faire dans un système qui est autant verticalisé, donc il y a vraiment besoin de transversalité. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, je suis président de la Fédération française des clubs omnisports, donc des clubs qui sont transversaux. Mais je rajoute à ça un dernier élément qui, je crois, aussi aiderait bien dans ce sens-là, c'est toutes ces expériences maintenant aussi de sections multisports qui sont mixtes, qui sont sur des tranches d'âge différentes et qui dérogent à la section sportive traditionnelle, à la section disciplinaire traditionnelle, mais qui peut être des sections enfants, des sections maman-bébé, on les appelle maman-bébé encore souvent, alors qu'elles peuvent être parents-bébé, papa-bébé, etc. Des sections troisième âge qui sont de plus en plus importantes sur cette question et qui sont de plus en plus importantes dans la mixité et qui sont dans la fréquentation énormément fréquentées par des femmes, et énormément féminisées, et toutes les questions qui sont posées par le sport santé aujourd'hui. Donc il y a d'autres angles d'attaque que l'angle simplement d'opposition entre les genres, mais il y a vraiment des travaux importants à faire sur toutes ces dimensions. On combat aussi... je rejoins totalement, et on combat aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des sports qui dans leur ADN ont la mixité, l'équitation, les femmes et les hommes concourent ensemble. Là il y a un sport américain, j'ai vu les chiffres de progression de licenciés en France, c'est incroyable, c'est l'ultimate, c'est une espèce de football avec un frisbee, un sport où les hommes et les femmes sont sur le même terrain. Donc c'est que l'ADN même du sport est dans la mixité. Nous, on n'est pas, si on prend les sports majeurs en France, le football et le rugby, j'ai des bouquins sur l'histoire de ces sports-là, c'est totalement masculin. Même si dès 1894-1854, ils ont une réflexion sur le foot féminin, sur le cyclisme féminin, etc. Mais dans l'ADN même des sports, c'était des collèges anglais et des collèges des pauvres. Il y a aussi les sports nouveaux et modernes. Par exemple, on a parlé des primes tout à l'heure pour le tennis. En marathon, il y avait au départ la même différence. Quand est arrivé le triathlon, c'est vraiment répandu. Au départ, dans les années 80, au départ, les primes étaient différentes pour les hommes et les femmes. Et rapidement, parce que c'était un sport extrêmement anglo-saxon, c'est-à-dire américain, australien, Nouvelle-Zélande, il y a eu une très grosse pression. Et à ce moment-là, les primes des garçons, les premiers, j'entends, étaient les mêmes. Et ils ont trouvé un système assez égalitaire, assez futé. C'est qu'en fonction, ils étaient dégressives en fonction de la participation. Et ça, le triathlon, on fait ça à partir des années fin 80-90. Mais ce sont des sports nouveaux, modernes, et je dirais modernes au sens de l'approche du sport. Pas seulement aussi moderne parce que c'est tout nouveau. J'avais un dernier petit mot, je crois qu'il y a un moment important aussi cette année, dont on n'a pas parlé, qui est aussi sur les discriminations, les diversités, etc. On organise les Gay Games à Paris,
Et je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Moi, j'ai signé un partenariat hier avec les organisateurs des Gay Games pour être partie prenante de ce projet. Je crois que ça apporte aussi d'autres dimensions et ça élargit beaucoup la question des discriminations et des diversités dans le sport. Et c'est pour ça qu'ils n'appellent pas les Gay Games, mais les Jeux de la diversité. Voilà. Ils communiquent justement sur les Jeux du respect plutôt que sur les Gay Games pour justement montrer que c'est pas juste les Jeux par rapport à la LGBT, c'est plus pour des Jeux de la diversité et le jeu de respect d'autrui malgré les différences. Et en 92, le ministre était une femme. Maintenant, j'ai remis ça. Voilà, en place. c'est pour ça, c'est ce que je... Ouais, on laisse une dernière réaction. Monsieur, peut-être une femme aussi dans la salle voudrait peut-être intervenir. S'il y a une femme. Allez-y, allez-y. J'aimerais quand même, pour vous vexer, mais je compare pas la danse et le foot. Je pense que les deux ont leur qualité, c'est très bien. Et je dis aussi que lorsque un enfant quitte une formation sportive à laquelle on a fait quelque chose, c'est pas forcément un échec du club, c'est que l'enfant, il a le droit de vivre sa vie aussi. Il y a une période de doute. Donc voilà, et je peux aussi politiquement, par rapport au sport féminin et l'Europe de l'Est, comme il y a moins de femmes qui font de sport, on est plus sûr de les retrouver sur le podium que les hommes. Quoi. Donc l'image mondiale, on la retrouve là. C'est un problème de communication. Dominer même. Dernière. Simplement une chose par rapport au prof de PS. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez entendu dire que certains profs orientaient les filles vers la danse et les garçons vers le foot. Je ne suis pas du tout d'accord. En tant que ancien prof de PS, on aide l'enfant à trouver une activité physique pour qu'il se sente bien dans son corps et dans sa tête. Mais je l'ai entendu en fait, j'y pensé parce que j'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours sur la lycéenne, un prof, professeur de PS justement, discutait avec un journaliste en lui disant moi de toute façon, parfois, je sais plus comment il a tourné ça, en disant bon, les filles à la danse, les garçons au foot et je suis tranquille l'après-midi. Voilà, c'est encore le choix. Je pense que c'est encore le genre de choses qu'on peut entendre, comme on peut entendre pendant la Coupe du Monde de rugby, et j'ai entendu un grand nombre de fois, même dans mon entourage, de toute façon, les filles sont pas faites pour faire du rugby. Voilà, je pense que c'est encore il faut en être conscient, c'est encore le genre de choses qui existent et il faut en être conscient. Je pense effectivement que ça existe, mais pour moi, c'est plus un prof de sport qu'un prof de PS dans ces cas. Oui, exactement, sauf qu'un prof de PS, il est censé faire éducation physique et sportive. Voilà, elle a bien raison. Bon, monsieur le maître du temps, je suppose qu'on a terminé. Juste un petit mot de la fin, comme cette conférence était sur le sport au féminin, a pris en main sa promotion. Je pense qu'on a un beau panorama de tous les axes sur le sport au féminin et sur tout ce qu'il faudrait faire évoluer, avancer, travailler. On voit que le champ d'action est assez vaste. Juste un petit mot de conclusion, je prêche un petit peu aussi je prêche un petit peu du coup je sais pas comment on dit, ma paroisse, voilà exactement, je perds mes mots. Je sais pas si tout le monde connaît les Sportives Magazine, en fait c'est vraiment par rapport à tous ces constats-là, politiques, éducatifs, que j'ai créé ce magazine, seul et en fonds propres il y a 12 ans. C'est le premier média de papier de sport au féminin qui dure autant de temps, parce qu'il y a eu aussi des initiatives il y a quelques années, mais les médias n'ont vu que 1 ou 2 numéros. Donc là, on va fêter les 2 ans, j'en suis extrêmement fière, et il donne la parole avant tout aux sportives. C'est un trimestriel de débats, d'idées sur le prisme de la sportive. Ce qui compte, c'est qu'on donne la parole aux sportives ou qu'on parle des sportives sur le handicap, la formation. Il y a justement aussi des thématiques soulevées comme est-ce qu'il faut mettre des barèmes, les mêmes barèmes pour les filles comme pour les garçons à l'école, est-ce qu'il y a égalité à dans la cour de récréation. Voilà, c'est le genre de thématiques qu'on soulève aussi bien sur le handicap, la formation, la culture, la littérature, et j'espère qu'il fera évoluer les mentalités, que vous en connaissez ou vous aimerez les prochaines lectures, et que ça aura de l'influence aussi sur cette notion d'être sportive. Parce qu'en 2 ans, c'est ce qui a fait changer aussi, de prendre confiance et conscience qu'on a tous une part de sportive et de sportif en soi, même quand on n'est pas pratiquant. Très
Pour clore cette petite table ronde, on a pensé qu'il était pertinent, qu'il était juste de t'offrir ce petit trophée pour te récompenser et t'encourager à poursuivre le combat et aussi pour te remercier de ta présence et de ton intervention. On va enchaîner tout de suite dans la foulée avec le débat football. Donc ceux qui veulent rester le peuvent. Dans 2 minutes, on enchaîne. J'ai été chercher la préface par